Attention, cette vidéo comporte un énorme placement de produit. Tiens donc, qu'est-ce que c'est que ce logo? Ça te dit rien? N'hésite pas à chercher sur internet. C'est une association superbe qui s'appelle Oltera qui propose des séjours de pleine nature pour toi, tes enfants ou n'importe qui d'autre. N'hésite pas à aller voir, ils sont dans le Lot. Salut les Myrmiens, bientôt la fin de l'été avec les vacances. Pour d'autres c'est complètement l'inverse, comme pour moi ça va être le début, ça va faire du bien et ça me permet de vous retrouver. Et pour ces retrouvailles, j'avais envie de vous montrer une anecdote, de vous raconter une histoire de ce qui s'est passé cet été. Un des protagonistes de ma maison m'a déposé un matin une proie, une offrande à la nature en plein milieu d'un territoire de plusieurs espèces de fourmis différentes. Et j'avais envie de voir avec vous qu'est-ce qui se passe, quelles sont les interactions qui vont se monter entre elles et les prises de pouvoir qu'il va y avoir sur cet espace-là dues à cette proie déposée. Allez, c'est parti, on regarde ça. Vous ne le verrez pas, mais cela fait maintenant quelques heures que le mulot a été déposé sur ma pelouse, en plein milieu du territoire de plusieurs espèces de fourmis. Les premières à l'avoir trouvé sont les Messor structor, mais elles ont été rapidement chassées par une ribambelle de toutes petites fourmis. Car c'est bien beau de trouver la nourriture, encore faut-il se l'accaparer, et pour ça il faut ramener l'information à la fourmilière pour revenir en nombre avec ses consoeurs. C'est ce qu'on appelle la capacité de recrutement. Et cette petite fourmi n'en manque pas. Avec sa petite taille et sa grosse tête anguleuse toute striée, il s'agit sûrement de la Tetramorium, que l'on appelle aussi la fourmi des trottoirs ou la fourmi noire, une espèce très commune. Et première arrivée, première servie. Les voilà toutes à l'attaque, en commençant par les endroits les plus exposés. Ici, l'endroit où le coup de croc a été donné, derrière la nuque. Cela fait 2 heures qu'elles se sont affairées à ouvrir un peu plus l'espace, afin d'accéder plus facilement à la chair. Des dizaines de petites mandibules se mettent en action et découpent par petites portions la chair, les muscles et les tendons. C'est un travail titanesque, mais qui assurera une réserve importante de nourriture pour la fourmilière. Tout affairés à leur récolte, des premiers hôtes potentiellement indésirables font leur approche. Les premières mouches apparaissent, mais elles ne trouvent aucune place pour grignoter tranquillement ou même pour pondre. Le flux des Tetramorium est constant et ne laisse aucune place libre. 2 heures après, on voit que l'espace autour de la nuque est entièrement dégagé et qu'elle commence à s'attaquer au-dessus des épaules. Il y a également quelques trous éparses qui commencent à apparaître sur le pelage, signe qu'elle travaille sûrement sur la globalité de la proie. Les parties tendres de la tête sont les premières à disparaître. Les lobes des oreilles, le bout du museau, ainsi que les yeux n'existent déjà plus. C'est à ce moment également que j'observe les premières ouvrières qui sont plutôt concentrées à récolter des matériaux plutôt que la nourriture sur la proie. On verra à quoi cela va servir plus tard. Les températures caniculaires de l'après-midi commencent à redescendre, et avec elles, le flux de fourmis s'intensifie. On peut bien voir maintenant que sous le pelage, la chair a été attaquée. De multiples petits trous apparaissent un peu partout. Le museau, quant à lui, rétrécit à vue d'œil. Et étonnamment, rien n'est laissé en déchets. Cartilage et poils sont récupérés. Et on retrouve nos fourmis qui libèrent le terrain autour de la proie. Peut-être pour améliorer l'accès et gagner en temps de récolte, ou pour autre chose. Au niveau des poils et du pelage, l'activité s'intensifie. Ça grouille de partout. Des entrées ont été régulièrement créées autour du corps, ce qui donne un accès direct à la chair. Mais étonnamment, j'en vois plein entrer, mais très peu ressortir chargés de nourriture pour la fourmilière. Autour de la nuque, c'est facilement une bonne 50aine d'ouvrières qui restent toujours en place. La grande machine à découper travaille d'arrache-pied. Ces petites mandibules prennent le temps, mais découpent absolument tout. Et le nombre compense bien entendu la taille. Mais je ne vois encore aucune fourmi repartir avec son butin vers la colonie. On est bien loin des autoroutes que proposent les Messor, et je me demande bien comment elles font.
La première nuit s'installe, mais ne limite en rien l'activité des fourmis. Bien au contraire, les nuits d'été leur sont même favorables. Beaucoup d'espèces, dont certaines fourmis, ont une activité plus intense lorsque les températures se radoucissent un peu. Lors de cette première nuit, la colonne vertébrale commence à apparaître. La tête se sépare doucement du corps. D'autres fourmis, beaucoup moins nombreuses, continuent leur labeur autour du museau et arrachent petit à petit les morceaux de cartilage. Mais elles ne sont pas les seules sur ce territoire. Une belle colonie de Messorstructor s'active ce soir à ramasser les graines. Pour le moment, elles ne semblent pas intéressées par le mulot, ou bien elles refusent l'affrontement contre les Tetramorium, qui sont réputés pour faire des guerres à grand nombre d'individus. En plus du mulot, nous retrouvons nos petits Tetramorium en train de nettoyer un infortuné criquet. Il semblerait que 90% des insectes morts sur nos terrains soient nettoyés par les fourmis. Elles occupent donc un rôle important en tant qu'éboueuses, mais qui reste encore hélas trop méconnu. Quatre jours se sont maintenant écoulés, et le travail des Tetramorium a bien avancé. Quelques Campotus aethiops et vagus sont venus se mêler de leurs affaires, mais sans grand intérêt. Le mulot reste encore clairement la propriété des Tetramorium. D'ailleurs, elles sont tellement chez elles qu'elles ont bâti tout autour du mulot. Ah, c'est donc ça qu'elles préparaient il y a 4 jours. Au lieu d'amener la nourriture à leur fourmilière, elles ont dû avancer leur colonie pour bâtir juste en dessous. Enfin, j'imagine. Allez, regardons d'un peu plus près ce qu'il reste à manger. On voit que les vertèbres sont bien dégagées, et le derrière du crâne, que l'on appelle occiput chez la fourmi, est également bien nettoyé. Mais tout ceci n'est qu'une illusion, car pour les fourmis, il reste encore beaucoup de choses à prélever. Le moindre petit morceau de viande est à récupérer. Les os en ressortiront blanchis. Et je n'en reviens toujours pas à quel point elles s'occupent également des poils et de la peau. Tout disparaît. Mais pour aller où, ça, je ne le sais et je ne le vois toujours pas. Aucune Tetramorium ne déplace des gros morceaux de nourriture avec ses mandibules. Et je ne vois pas non plus de longues files indiennes faisant la liaison entre un possible nid et le mulot. J'imagine donc qu'elles ne prélèvent que de toutes petites portions, et qu'elles filent sous terre, sous le mulot, pour ravitailler leur fourmilière. Bien sûr, ce n'est qu'une hypothèse, et je ne suis pas allé creuser en dessous pour voir ce qu'il en était. Et si vous en avez une autre, j'en suis bien preneur en commentaire. La 4e journée s'achève, et va laisser la place à une nuit bien plus mouvementée. Alerté par des cris de détresse insoutenables, je mets un terme à ma méditation quotidienne du soir. Et je me dirige vers les Tetramorium afin de voir si tout se passe bien. Et là, surprise, caché dans les débris, je vois des gastres d'une couleur très orangée. Et ça, ce n'est pas de la Tetramorium. Ce soir, leur territoire est mis à rude épreuve. Des fourmis rouge-orangées s'approchent et veulent elles aussi profiter des derniers restes du mulot. L'affrontement est inévitable, mais ne va pas être facile. Déjà, cette fourmi rouge fait le double de sa taille. La Tetramorium peut faire entre 2 et 3 mm, alors qu'elle peut atteindre les 5 mm. Tout autant combatives les unes que les autres, les deux ont en plus un arsenal d'armes non négligeable. Elles ont des mandibules acérées, leur permettant de faire des découpes plutôt que de broyer. Et les deux font partie de la grande famille des Myrmicinae, ce qui veut dire qu'elles possèdent encore un aiguillon au bout de leur gastre, qui est relié à une glande à venin. Ici, on voit bien la fourmi rouge qui se contorsionne pour piquer la petite Tetramorium. Une piqûre comme celle-ci chez l'homme serait dérangeante, mais sur une fourmi, elle peut faire de gros dégâts. Cette fourmi rouge, assez discrète dans la journée, c'est la Myrmica. Et malgré les armes dont elle dispose et sa détermination à accéder à la nourriture, elle n'arrivera pas à détrôner la Tetramorium, car elle, sa grande force, c'est le nombre. Pour une Myrmica qui arrive sur le mulot, 4 Tetramorium sont là pour la réceptionner. Et forcément, à ce rythme-là, ça décourage. Les Myrmicas ne sont tout simplement pas assez nombreuses. Au bout d'une quarantaine de minutes, elles vont céder et arrêter leur progression.
Une Camponotus passera furtivement par là pour marquer la fin du combat et pour laisser la place à une dernière invitée. Perdu dans les herbes, voilà que se déplace un gros castre noir et qui se rapproche dangereusement de la zone des tétramoriums. La taille importante de son gastre et de son thorax, ainsi que les cicatrices visibles dessus, vestiges de ses anciennes ailes, ne peuvent pas nous tromper. C'est bien une gine. Les températures fraîches de la nuit la motivent à explorer les alentours, pour peut-être trouver un nouvel emplacement afin de fonder une colonie. Pour ce soir, elle est passée sans embrouille. Souhaitons-lui bonne chance pour la suite. 5e jour. Pour cette matinée, rien de spécial. Les tétramoriums continuent leur travail et le mulot disparaît petit à petit. Il se fait gentiment enfouir sous les décombres, et on devine qu'il n'a plus que la peau sur les os. Mais c'est en début d'après-midi qu'un rebondissement se passe. Une Messor Structor explore la carcasse. Elle passe furtivement, s'en va et va donner l'information à ses collègues. Bon, il serait temps qu'elle s'en intéresse car il ne reste plus grand-chose. Durant les prochaines minutes, elles vont régulièrement repasser sur la carcasse. Et les tétramoriums, petit à petit, l'abandonnaient. 1 heure après, les Messor Structor sont en place. Et autant vous dire que ça n'avance pas pareil. La carcasse est tirée dans tous les sens. Faut dire que ce n'est pas le même gabarit de fourmis. Et en plus, cette espèce peut avoir des castes différentes, c'est-à-dire des tailles de fourmis différentes. Par exemple, ici, nous pouvons voir une ouvrière major avec sa grosse tête et une ouvrière média un peu plus petite. Les majors ont une tête beaucoup plus grosse, car elles contiennent des muscles importants pour actionner leurs mandibules. On les imagine facilement dans un rôle de soldat, alors qu'elles ont plus d'utilité dans le broyage ou le découpage. Le travail de décortication se met en place, et je remarque qu'elles sont toutes concentrées autour de la tête du mulot. Et c'est en me déplaçant vers la queue que je comprends mieux pourquoi. Incroyable, les tétramoriums sont encore là. Étonnamment, l'espace est partagé. Les Messors se concentrent sur la tête, alors que les tétramoriums finissent l'arrière. Ce statu quo ne durera pas longtemps, car plus les ressources s'amenuisent et plus les Messors récupèrent l'arrière du mulot. Et à un moment donné, la chasse est inévitable. Ces escarmouches vont régulièrement se faire, jusqu'à ce qu'elles prennent entièrement possession du territoire, pour pouvoir ensuite nettoyer la zone en un temps record. Le balai des Messors se met en place, et j'observe enfin ces petites fourmis faire des allers-retours entre la nourriture et leur colonie. Rien ne sera abandonné, même les poils seront récupérés, une action qui durera toute l'après-midi. La nuit tombée, les Messors continuent de récurer les dernières parties. Il ne reste quasiment rien, un bout de la queue et la longueur de la colonne vertébrale, et tout au fond là-bas, un bout de la mâchoire. Ça ne les empêche pas de bien se concentrer dessus, et de récupérer tout ce qui est possible, même une petite touffe de poils. Je trouve que ça reste très impressionnant de voir avec quelle patience et quelle ténacité elles font leur travail. Regardez ce major, qui s'applique à faire un mouvement en rotation régulier afin de pouvoir arracher ce tout petit morceau de viande. Et on peut dire la même chose pour la défense de leur territoire. Quelques myrmicores auront fait l'essai de s'approcher un peu trop près. Difficile de résister au nombre et aux mandibules des Messors. Elles abandonneront peu après. Et voilà, il aura fallu 6 jours et une multitude de fourmis pour venir à bout de ce mulot. C'était très intéressant de voir ce jeu de pouvoir qui s'est installé entre ces différentes espèces autour de cette même ressource. De voir les différentes stratégies mises en place entre celles qui explorent et qui trouvent rapidement, celles qui ont des grosses capacités de recrutement et celles qui préfèrent piller et grappiller de temps en temps. Au final, c'est 4 espèces différentes de fourmis que j'ai pu observer qui se sont succédées sur le mulot. Mais je pense qu'en dehors de mes moments de rush, il y en a forcément eu d'autres. En tout cas, ça a donné une vidéo plus longue que prévu, et j'espère que ça vous a quand même plu. Mais n'hésitez pas à me dire si c'est trop long, si vous êtes trop impatient pour 15 minutes de fourmis. D'ailleurs, toutes les musiques de cette vidéo ont été créées par un artiste, qui s'appelle 3. N'hésitez pas à me dire si c'était bien calé et si ça vous a plu, car j'aimerais bien continuer à travailler avec lui.
Voilà, c'est le moment où je vous libère. J'espère que ça vous a régalé, en tout cas moi oui. Et je vous dis à une prochaine pour une future vidéo. Allez, ciao les myrmiens.